Vos méthodes sont trop traditionnelles pour la nouvelle direction que nous souhaitons prendre, m'a-t-elle dit lors de l'entretien où l'on m'a annoncé mon départ. Nous avons besoin d'un leadership tourné vers le numérique. Je m'appelle Marc Delattre. Pendant 15 ans, j'ai dirigé la division commerciale nord-est des éditions Belmont, basée à Strasbourg. J'ai bâti cette équipe de zéro, transformant une zone en difficulté en locomotive de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Pas de logiciels sophistiqués, ni d'algorithmes complexes, juste des relations humaines, des poignées de main et la connaissance précise des besoins de chaque maison d'édition. L'an dernier, ma division générait à elle seule plus de 60 du chiffre d'affaires global. Mais, bien entendu, personne à la direction ne semblait s'en apercevoir, jusqu'à ce que les chiffres trimestriels atterrissent sur leur bureau. Quand Clémence Vidal a été nommée directrice générale, il y a 6 mois, elle est arrivée avec ses présentations PowerPoint, ses consultants en costume sur mesure et une obsession pour la transformation digitale. Elle n'avait jamais travaillé dans l'édition. Elle venait d'un cabinet de conseil en stratégie numérique à Paris. Le conseil d'administration, lui, adorait son discours. Je suis resté concentré sur les résultats, mais je sentais son regard sur moi à chaque réunion de direction. J'étais le doyen autour de la table, le seul à utiliser encore un agenda papier et à rendre visite aux clients plutôt que de programmer des visioconférences. La convocation est arrivée un lundi matin. Son assistant, Jérôme, est venu me voir, mal à l'aise. Clémence souhaite vous voir à 14 heures dans la salle du conseil. Je l'ai remercié et suis retourné à mon appel avec Édition La Fraternelle, notre plus gros partenaire. Nous étions en train de finaliser une prolongation de contrat de 5 ans pour un montant de 12 millions d'euros. Un accord que j'avais construit au fil de 10 années de dîners trimestriels avec Thierry Morel, leur PDG. Depuis l'arrivée de Clémence, la salle du conseil avait changé. Murs en verre, mobilier minimaliste, un écran géant à la place de l'ancienne table en chêne. 3 personnes m'attendaient, Clémence, Jérôme et une responsable RH que je ne connaissais pas. Je n'avais pas besoin d'un discours, j'avais compris. Marc, merci pour tout ce que vous avez apporté à Belmont, commença-t-elle, les mains croisées sur la table. Mais nous avons décidé de prendre une autre direction en matière de management. Je suis resté silencieux pendant qu'elle expliquait que mes méthodes étaient dépassées, qu'il leur fallait quelqu'un plus aligné avec leur approche numérique. Quelqu'un de plus jeune, même si elle se garda bien de le dire explicitement. Je l'ai remercié, je lui ai serré la main, et je suis sorti sans un mot de plus. 15 années résumées en 15 minutes. Ce que Clémence ne comprenait pas, c'est que dans le secteur de l'édition, surtout avec les maisons historiques qui constituaient 80 de notre portefeuille, la confiance ne se construisait ni avec des algorithmes, ni avec des campagnes automatisées. J'ai vidé mon bureau discrètement, pendant que mes collègues déjeunaient. Pas d'adieu, pas de scène, juste de la dignité. Mais arrivé à ma voiture, je suis resté longuement assis à regarder mon téléphone. 3 appels manqués de Thierry Morel. Il était déjà au courant. J'avais rejoint Belmont à l'époque où elle s'appelait encore Édition régionale d'Alsace. Une petite structure d'une vingtaine d'employés, quelques clients institutionnels. Je venais alors de quitter Maison Laforêt, à Lyon, après son rachat par un groupe international. J'avais renoncé à un bureau d'angle et à un salaire à 6 chiffres. Je ne supportais plus ce que l'édition industrielle faisait à notre métier. C'est Robert Belmont en personne qui m'avait recruté. On n'a pas besoin d'un expert en tableur, m'avait-il dit. On a besoin de quelqu'un qui comprend que les livres sont encore faits par des gens qui se soucient de ce qu'il y a entre les couvertures. Pendant 5 ans, j'ai reconstruit la division à partir de rien. J'ai parcouru plus de 100 000 kilomètres à travers le Grand Est pour visiter chaque maison indépendante entre Reims et Mulhouse. Je connaissais les prénoms des conjoints, les anniversaires des enfants. J'ai assisté à des mariages, des enterrements, des départs à la retraite. Pas par stratégie, c'était simplement notre manière d'exister. Quand Robert a pris sa retraite, son fils Guillaume a repris la direction. À ce moment-là, notre chiffre d'affaires avait augmenté de 400. Guillaume avait une approche plus analytique que son père, mais il respectait ce que j'avais bâti. Il me laissait travailler à ma façon. Il y a 3 ans, lorsque le conseil a commencé à parler de recruter un profil externe pour moderniser la structure, Guillaume s'est opposé fermement. Mais l'année dernière,
Le cancer l'a emporté à seulement 56 ans. Et avec lui, les derniers défenseurs de l'approche humaine. Les fissures avaient commencé à apparaître bien avant l'arrivée de Clémence. Réunion où le mot « désuet » revenait de plus en plus. Question sur notre absence sur les réseaux sociaux, ou sur le fait que nous n'utilisions pas de CRM avancé. Julien, mon adjoint, que je formais depuis 2 ans pour reprendre la main le jour venu, avait commencé à être invité à des réunions dont j'étais exclu. Il revenait mal à l'aise, coincé entre 2 rôles. Il parle de restructuration, m'avait-il soufflé il y a 6 mois, d'une équipe de vente digitale séparée des canaux traditionnels. J'aurais dû comprendre. J'aurais dû réagir quand ils ont recruté 3 jeunes chargés de l'engagement numérique et les ont placés dans mon équipe sans même m'en informer. Ou quand ils ont commencé à transférer mes comptes historiques vers eux, sans explication. Thierry Morel lui-même m'avait appelé lorsque son compte avait été retiré de mon portefeuille. Un gamin m'a téléphoné aujourd'hui, m'avait-il dit. Il s'est présenté comme mon nouveau gestionnaire de compte. Il m'a expliqué qu'ils optimisent l'interface client. Tu peux m'expliquer ce qu'il se passe, Marc? Juste une réorganisation, lui avais-je répondu. Rien d'alarmant. Mais j'étais inquiet. Je ne savais juste plus comment me battre dans une guerre dont je ne comprenais plus les armes. Le lendemain de mon départ, j'étais assis dans mon bureau à domicile, fixant mon téléphone. 17 appels manqués, 32 messages, 6 emails urgents, tous de clients ou de contacts du secteur. Je n'en avais encore parlé à personne. Même pas à Claire, ma femme, qui était à Montpellier rendre visite à notre fille. Je voulais d'abord encaisser le coup. Seul. L'appel qui m'a fait décrocher, finalement, venait de Thierry. « Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ?» m'a-t-il lancé, sans préambule. « Ils ont décidé de prendre une autre direction. » ai-je répondu, récitant la ligne officielle. « Tu es l'image de cette entreprise pour la plupart d'entre nous. » Est-ce qu'ils s'en rendent compte ? Lança Thierry, visiblement excédé. Je n'ai rien répondu. J'ai rencontré leur nouveau gars hier. Un certain Arnaud, je crois. 40 minutes à me parler de tableau de bord, d'analyse de performance, de taux d'engagement. Pas une seule question sur notre nouvelle collection de romans historiques. Celle dont je t'ai dit qu'elle était décisive cette année. Je fermais les yeux, épuisé, mais pas de fatigue physique. C'était plus profond que ça. Ils finiront par comprendre, Thierry. Non, répondit-il. Ils ne comprendront jamais. Des gens comme ça n'apprennent pas ce qui compte vraiment. Ils imposent leur système et s'attendent à ce que tout le monde suive. Après avoir raccroché, j'ouvris mon ordinateur. Un message des RH de Belmont m'attendait, détaillant les modalités de mon départ. 6 mois d'indemnité, couverture santé pendant 90 jours, une clause de non-dénigrement et une clause de non-concurrence qui m'interdisait de travailler avec nos clients pendant 1 an. J'ai failli en rire. Ils pensaient vraiment qu'un document suffirait à mettre fin à des relations construites sur des décennies? Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était Hélène Marchand, des éditions de la Rivière Bleue. Encore un grand client. Encore une relation forgée dans la confiance. « J'ai entendu ce qui s'est passé », dit-elle dès que j'ai décroché. « C'est leur perte. Quand tu voudras parler de la suite, appelle-moi. » Le soir même, j'avais été contacté par 12 clients majeurs, représentant plus de 40 du chiffre d'affaires annuel de Belmont. Tous disaient la même chose. Leur loyauté allait à moi, pas à l'entreprise dont je ne faisais plus partie. Je me suis assis dans mon jardin au soleil couchant, un verre d'Armagnac à la main, repensant à cette idée qui avait germé le matin et prenait forme à chaque appel. On m'avait écarté parce que mes méthodes ne collaient pas à leur stratégie, sans numérique. Parce que je préférais les relations humaines aux outils d'analyse. Parce que mon carnet de clients était rempli de notes manuscrites, pas de données CRM. Mais, et si ces méthodes dites dépassées étaient justement ce que mes clients appréciaient le plus ? Et si ce que Clémence Vidal voyait comme une faiblesse était en réalité ma plus grande force ? J'ai sorti mon téléphone et appelé Benjamin Weiss, mon avocat. « Ben, j'ai besoin que tu jettes un œil à quelque chose. » « Une clause de non-concurrence. »« Ils t'ont viré ?» s'étonna-t-il. « Oui. Et je pense que c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Je ne voulais pas me venger. Je voulais juste continuer à faire ce que je savais faire. Aider les maisons d'édition à trouver les bons partenaires. Et si Belmont n'en voyait plus l'utilité, d'autres le verraient. Cette nuit-là,
Pour la première fois depuis l'entretien de licenciement, j'ai dormi profondément. 2 semaines plus tard, je retrouvais Benjamin dans son cabinet, en centre-ville. Il avait relu le contrat et m'annonça une nouvelle inattendue. Cette clause est pratiquement inapplicable, dit-il en me faisant glisser le document. Ils ont fait une erreur majeure, périmètre trop large, durée excessive, et surtout, ils ne peuvent pas t'interdire d'utiliser ton expertise dans ton propre domaine. Donc, je pourrais lancer ma propre société de conseil ? Tu pourrais, confirma-t-il. Mais il y a un hic. Ils pourraient quand même t'attaquer. Même s'ils perdent, ça peut devenir long et coûteux. J'ai réfléchi. Belmont avait les moyens et un conseil d'administration prêt à les utiliser contre une menace potentielle. Et si je ne contactais directement aucun client ? Si je me rendais simplement disponible ? Benjamin sourit. Là, c'est différent. Le lendemain, je déposai les statuts de Delattre Conseil Édition. Pas de site internet, pas de plaquette, aucune communication. Juste une structure légale prête à facturer et à travailler. 3 jours plus tard, Thierry Morel m'appelait. « J'ai entendu dire que tu t'étais remis en selle, » dit-il sans détour. « Les nouvelles vont vite. Dans ce milieu, comme une traînée de poudre. Écoute, j'ai besoin d'aide pour notre stratégie de catalogue d'hiver. La nouvelle équipe veut nous orienter vers le marché universitaire, mais mon instinct me dit qu'il faut miser davantage sur la collection historique. Il me faut quelqu'un qui comprenne à la fois les chiffres et les lecteurs. Je suis encore en train de définir la suite, Thierry. 15 000 € pour 2 mois de conseils stratégiques, proposa-t-il aussitôt. Pas de concurrence directe avec les services de Belmont. Juste un appui pour prendre les bonnes décisions. C'était une belle proposition, soigneusement pensée pour éviter tout conflit avec ma clause. Mais j'ai quand même hésité. J'ai besoin d'y réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps, dit-il. On tranche la semaine prochaine. Après avoir raccroché, j'ai reçu un appel inattendu. Julien, mon ancien bras droit. On peut se voir ? Demanda-t-il à voix basse. Pas au bureau. Quelque part de plus discret. On s'est retrouvés dans un petit café près du parc de l'Orangerie, loin du centre et du monde de l'édition. Julien semblait tendu, surveillant constamment derrière lui. « C'est mauvais, » dit-il après qu'on se fut installé. « Ils m'ont promu à ton poste, mais je ne suis qu'une marionnette. Toutes les décisions viennent de l'équipe digitale. » Ce n'est pas vraiment une surprise ? Non, tu ne comprends pas. Ils démantèlent tout ce que tu avais construit. Ils ont réassigné tous tes clients majeurs à la nouvelle équipe. Ils mettent en place un CRM obligatoire et les commerciaux les plus expérimentés n'arrivent pas à s'en servir. 3 ont déjà démissionné. Je pris une gorgée de café, le visage impassible. « Et les clients ?» demandai-je. Julien regarda encore autour, puis se pencha. Ils sont furieux. La rivière bleue menace de tout arrêter. Thierry ne répond plus à leurs appels. Les projections trimestrielles sont catastrophiques. Clémence parle de turbulence de transition. Mais il y a plus. Ils te surveillent. Le service juridique s'est réuni hier à propos de ta clause. Ils craignent que tu sois en train de récupérer des clients. Je compris enfin son inquiétude. Il risquait sa place pour m'avertir. Merci de m'avoir dit ça, Julien. Il acquiesça, puis glissa une enveloppe sur la table. Liste mise à jour des contacts. Email personnel et numéro direct. Il se leva. Tu ne m'as jamais vu aujourd'hui et je ne t'ai rien donné. Après son départ, je suis resté un long moment à fixer l'enveloppe, la retournant dans mes mains. Utiliser ces informations, c'était exactement ce que Belmont craignait et attendait. Une provocation qui leur permettrait d'agir en justice, peut-être même contre Julien. Il m'avait tendu un piège. Il fallait donc que je fasse un pas de côté. Je laissai l'enveloppe sur la table, intacte. Je sortis sans me retourner. 1 mois passa. Je n'avais toujours contacté aucun client de Belmont, malgré les appels quotidiens d'éditeurs à la recherche d'aide. Je déclinai poliment, évoquant des considérations professionnelles. La clause de non-concurrence était bancale, mais je n'étais pas encore prêt à en tester les limites. À la place, je me suis concentré sur des contacts du secteur en dehors du portefeuille de clients des éditions Belmont. Petites maisons d'édition indépendantes, presses universitaires, agents littéraires en quête de conseils, des collaborations qui ne posaient aucun risque juridique, mais me permettaient de rester actif dans le domaine que j'aimais profondément. Puis,
une invitation inattendue est arrivée. Harold Beaulieu, président du conseil d'administration des éditions Belmont, m'a proposé un rendez-vous en privé. Pas dans leur bureau, mais dans son club du centre de Strasbourg. J'ai accepté, plus par curiosité que par réelle attente. Le cercle littéraire de Strasbourg avait ce charme feutré. Boiserie sombre, serveur discret, conversation murmurée. Harold, cheveux argentés, près de 70 ans, m'attendait dans un salon privé, 2 verres de scotch déjà servis. « Merci d'être venu, Marc », dit-il en me désignant le fauteuil en face. « J'imagine que vous vous demandez pourquoi je voulais vous voir. » L'idée m'a traversé l'esprit, répondis-je en m'asseyant. Il fit glisser un des verres vers moi. Les choses ne se passent pas comme prévu chez Belmont. Le chiffre d'affaires a chuté de 38 ce trimestre. La fidélité des clients est à son plus bas historique. L'initiative numérique censée transformer notre modèle a, au contraire, déstabilisé notre cœur de clientèle. Je pris une gorgée, sans répondre. Il me scrutait. « Vous ne semblez pas surpris. L'édition, Harold, a toujours été une affaire de relations humaines. J'en fais l'amère expérience, dit-il en se penchant en avant. Le conseil s'inquiète du leadership de Clémence. Ces méthodes ont peut-être fonctionné dans le monde des startups, mais notre secteur est bien différent. Pourquoi me dire tout cela? Parce que nous voudrions que vous reveniez, en tant que directeur général des revenus, et au-dessus de Clémence dans la hiérarchie. Je restais silencieux, assimilant la proposition. Et mon successeur? Julien est compétent, mais il n'a ni vos relations, ni votre autorité dans le milieu. Quant à Clémence, elle n'aurait pas le choix. Je compris alors que tout cela ne concernait pas seulement les chiffres de ce trimestre. C'était en gestation depuis bien plus longtemps. Harold soupira, baissant la voix. Clémence a été la dernière nomination de William avant que sa maladie ne prenne le dessus. Le conseil avait des réserves, mais nous l'avons respecté. Depuis sa disparition, nous lui avons laissé le bénéfice du doute. Mais votre licenciement, Marc, n'a jamais été validé par le conseil. Nous en avons été informés après coup, comme bien d'autres décisions importantes. Je me renversai dans mon siège. Tout devenait clair. Clémence ne cherchait pas à moderniser, mais à effacer toute trace de l'ancien management. Harold reprit, plus direct. Nous vous offrons le double de votre ancien salaire, carte blanche pour reconstruire votre équipe et l'appui total du conseil. Tout ce que j'aurais dû désirer. La reconnaissance, le pouvoir, la sécurité. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je. Je comprends, mais n'attendez pas trop. La situation se dégrade chaque semaine. Sur le trajet du retour, je repensais à chaque mot. Le conseil savait dès le départ que mon éviction était une erreur, mais il n'avait pas eu le courage de s'y opposer. Et maintenant que les finances souffraient, il me voulait de retour. Pas pour mes compétences relationnelles, non, mais pour ma liste de clients, pour leur fidélité. Je n'étais pas en colère. J'étais simplement lucide. Je savais désormais ce que je devais faire. Le lendemain matin, j'ai décliné l'offre d'Harold par un simple mail poli. Sa réponse arriva en moins de 10 minutes, me proposant une rémunération encore plus généreuse. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai passé 3 coups de téléphone. Le premier, à Thierry Morel, des éditions de La Fraternelle. « Je suis prêt à parler de ce projet de conseil, » lui dis-je, « mais j'aimerais proposer autre chose. » « Je t'écoute. » « Je ne veux pas devenir consultant exclusif. Je lance un collectif. Un groupement d'éditeurs indépendants, partageant leurs ressources, leurs canaux de distribution et leur connaissance du marché. Pas de contrats à long terme, pas de bureaucratie. Des éditeurs qui s'entraident, et moi pour faciliter les liens. Un silence, puis « Tu as parlé à d'autres ? » ?»« Non, tu es mon premier appel. » Parce que j'étais ton plus gros client. Parce que je te fais confiance, Thierry. Si tu penses que c'est viable, je me lance. Sinon, je reste sur du conseil classique. Il n'a pas hésité. Je suis partant, et je connais au moins 5 autres maisons qui le seraient aussi. Je n'eus pas besoin de les démarcher. Ce sont eux qui vinrent à nous, attirés par les premiers succès dont on commençait à parler, et par la frustration croissante face à cette stratégie tout numérique, qui ignorait les relations humaines, pourtant essentielles dans notre métier. Julien m'appela un soir,
fin septembre, 2 mois après notre lancement. Ils savent ce que tu fais, lâcha-t-il sans détour. Clémence est furieuse. Elle parle d'action en justice. Nous n'avons enfreint aucun accord, répondis-je calmement. Ça ne l'empêchera pas d'essayer, fit-il après un silence. Il y a un conseil demain. Résultat trimestriel. Ça va être un carnage. Ce n'est plus mon problème, Julien. Je sais, mais... Il hésita. Je voulais que tu sois au courant. Et... te demander, est-ce qu'il y aurait de la place pour moi dans ton projet? J'ai atteint ma limite ici. Je souris intérieurement. Tout se déroulait comme prévu. Non pas par vengeance, mais parce que je connaissais cette industrie comme Clémence ne la comprendrait jamais. Passe demain au bureau? On en parle. La conférence de presse sur les résultats d'octobre parla d'elle-même. Les éditions Belmont enregistrèrent une chute de 45 de leur chiffre d'affaires par rapport au même trimestre l'année précédente. Leur valorisation boursière perdit 17 en une seule journée. Je n'ai pas écouté l'appel moi-même. J'étais en réunion stratégique avec 15 membres du consortium, préparant notre présence au Salon du livre professionnel de Lyon. Mais Thierry m'envoya un SMS. Clémence imputait la chute aux perturbations du marché et aux défis liés à la transition. Aucun mot, bien sûr, sur le fait que leurs principaux clients les avaient quittés. Plus tard dans l'après-midi, un numéro inconnu s'afficha sur mon téléphone. « Bonjour, monsieur Delattre ?» demanda une voix féminine. « Patricia Harrington, du conseil d'administration des éditions Belmont. » Son ton était sec, formel. « Je vous appelle pour vous informer que nous avons voté la levée immédiate de votre clause de non-concurrence. Nous avons également mandaté notre service juridique pour rédiger une mise en demeure concernant ce que nous considérons comme une ingérence dans nos relations commerciales. » Je gardai le silence quelques secondes. « Vous avez une réponse à formuler, monsieur Delattre ?» « Une seule question, dis-je enfin. Avez-vous parlé avec vos clients directement? Pas via des responsables comptes ou des sondages de satisfaction. Je veux dire, vous êtes-vous assise avec Thierry Morel ou Élise Jeanneret pour leur demander pourquoi ils sont partis? Ce n'est pas pertinent pour. C'est la seule chose qui compte, la coupai-je. Ils ne sont pas partis parce que j'ai créé quelque chose de nouveau. Ils sont partis parce que Belmont a cessé de valoriser ce qui comptait vraiment pour eux. Elle resta silencieuse quelques secondes. Le conseil est toujours réuni. Souhaitez-vous venir présenter votre point de vue en personne? Merci pour l'invitation, mais je suis en réunion moi aussi, avec 15 éditeurs qui ont choisi une autre voie. Elle resta muette si longtemps que je crus que la ligne avait coupé. Je vois, finit-elle par dire, puis elle raccrocha. La mise en demeure ne fut jamais envoyée. 3 jours plus tard, la rubrique économique des dernières nouvelles d'Alsace titrait « Clémence Vidal quitte la direction de Belmont dans un contexte de turbulence financière. » 6 mois après la création du consortium Delattre, nous emménagions dans nos bureaux définitifs, dans un ancien entrepôt réhabilité du quartier de Lamennais, à Strasbourg. 23 maisons d'édition membres, avec une liste d'attente en croissance constante. Nous avions dépassé les frontières régionales, rassemblant des éditeurs indépendants de toute la région Grand Est et au-delà. Le secteur nous avait remarqués. Nous avions été cités dans Livres Hebdo et même dans le supplément économique du Monde. La révolution relationnelle dans l'édition titrait un article. Je n'avais jamais voulu créer un mouvement. Je voulais juste préserver ce qui fonctionnait. Mais parfois, les méthodes anciennes redeviennent révolutionnaires lorsqu'on se souvient pourquoi elles comptaient. Harold Beaulieu m'appela un mardi matin. Belmont avait un nouveau PDG, promu en interne, un homme de la vieille école, fidèle à la maison depuis 30 ans. Nous aimerions discuter de la possibilité pour Belmont de rejoindre votre consortium, dit-il sans détour. Je souris. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne, Harold. Nous ne recrutons pas d'acteurs de votre taille. Peut-être un partenariat alors? Je soumettrai l'idée à notre conseil, répondis-je, tout en sachant déjà quelle serait la réponse. Les éditeurs qui nous avaient rejoints l'avaient fait précisément pour s'éloigner de la logique corporate incarnée par Belmont. Après avoir raccroché, je traversai notre espace ouvert. Pas de bureau exécutif pour moi, juste un poste parmi les autres, au cœur des conversations qui faisaient vivre notre communauté. Julien leva les yeux de son écran. « Tout va bien ?» « Très bien, dis-je.
Belmont veut rejoindre le consortium. Il éclata de rire. Quelle ironie! Plus tard dans l'après-midi, je me rendis au parc du lac de Battersea, à l'endroit où j'avais souvent l'habitude de venir réfléchir quand la situation chez Belmont devenait trop pesante. Mais aujourd'hui, il n'y avait rien à résoudre. Juste une satisfaction paisible. Celle de savoir que ce que j'avais construit durerait. Non pas parce que c'était révolutionnaire, mais parce que c'était bâti sur ce qui ne change jamais. La confiance. Des gens qui font confiance à ceux qui l'ont mérité. Parfois, être licencié est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Pas parce que cela vous permet de vous venger, mais parce que cela vous pousse à créer quelque chose de plus vrai que ce que vous aviez laissé derrière vous.